Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien et que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer dans la série des bilans. Et ce coup-ci, on va parler de ce make-up qui m'a un petit peu déçue cette année 2021, en tout cas du make-up que je regrette de m'être procuré cette année 2021. Avant qu'on commence cette vidéo, pensez bien à faire tous les trucs YouTube, une petite précision. Ça ne sera pas forcément que des flops que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça sera des produits pour lesquels je regrette d'avoir craqué parce qu'ils ne correspondent peut-être pas forcément à mon utilisation à moi. Ça peut être des produits d'excellente qualité mais qui ne me conviennent tout simplement pas. Donc on va commencer par catégorie, on va commencer par les produits pour le teint. Alors une base que je regrette de m'être procurée cette année, et pour moi cette base-ci est un flop. Tout simplement, c'est une base de chez Kiko, c'est la base qui est sortie dans la collection limitée Charming Escape. C'est une base qui était censée être floutante avec un effet mat. Et malheureusement, sur moi, cette base n'a ni un effet floutant, ni un effet matifiant. C'était censé être ces deux promesses principales. Pour moi, c'est vraiment limite s'appliquer une couche supplémentaire de crème hydratante. Ça va aider à faire un petit peu mieux glisser le make-up, le fond de teint quand vous l'appliquez par-dessus. Mais c'est tout. Concrètement, c'est tout. Donc pour moi, ça m'a pas convenu. C'est tellement dommage parce que ce packaging, on en reparle ou on n'en reparle pas des packagings de la collection de Charming Escape de chez Kiko. C'est une petite merveille là, ces packagings-ci, mais non. Ça passe pas. Ça va pas sur moi. Ça va pas, je suis désolée Kiko. Un fond de teint qui m'a déçue et que je regrette d'avoir pris, c'est un fond de teint, encore une fois, de chez Kiko, d'une édition limitée, et c'est encore une fois la collection Charming Escape. Écoutez, ce produit, c'était une belle tentative de la part de Kiko, parce qu'en fait, c'est censé être un fond de teint sérum hydratant, mais avec un effet mat sur la peau. Et ça, dès le début, c'est un petit peu intriguant là comme description, un fond de teint hydratant mais avec un effet mat. Ça partait d'une belle tentative parce que comme on voit un fond de teint sérum en ce moment, c'est vraiment la mode, ces fonds de teint qui se fondent, qui fusionnent complètement avec la peau, mais pour moi c'était une tentative un petit peu ratée. Je préfère largement celui qui est sorti justement dans la collection juste après pour les fêtes de fin d'année, Holiday Fable. Nickel, ça c'était nickel, mais par contre c'est de chez Charming Escape, il m'a pas convenu. Alors déjà, l'applicateur, je le trouve un petit peu pas très pratique parce qu'il prélève vraiment très peu de matière, donc on galère à l'appliquer sur le teint. Après, c'est peut-être ma bouteille qui avait un défaut de fabrication, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça prenait vraiment trop de temps pour réussir à avoir la quantité de matière dont j'ai besoin pour faire mon teint. Ensuite, je trouve que la couvrance, elle est vraiment beaucoup trop minimale. Ok, c'est un fond de teint sérum, mais vous voyez, on en a tellement d'autres qui sont sortis cette année. On a le Ease Drop de chez Fenty Beauty, on a celui que, comme je vous disais, qui est sorti chez Kiko dans la collection juste après, dans la collection des fêtes de fin d'année, qui sont dans cette lignée-là de fond de teint hyper léger, hyper en fusion sur la peau, que pour moi celui-ci c'était un petit peu trop compliqué et surtout il n'avait pas du tout d'effet mat sur la peau. Pour moi c'est juste un sérum fond de teint hydratant. Et voilà, dans la description, je sais pas pourquoi ils ont mis ce truc que c'est censé être un fond de teint avec un effet mat. Hydratant avec un effet mat. Ça pouvait pas fonctionner. On s'en doutait que ça pouvait pas fonctionner, donc vous voyez, ça c'est typiquement un truc que je regrette parce que je m'en doutais que ça ne pouvait pas fonctionner, mais j'ai quand même voulu tester. Ensuite, on va passer à un anti-cerne, un correcteur qui m'a déçu cette année, c'est le correcteur de chez Rare Beauty, et celui-ci je suis tellement triste qu'il ne fonctionne pas sur moi parce que c'est un correcteur avec un effet hydratant et avec une couvrance hyper haute. En fait, moi comme je vous l'ai souvent répété, j'ai des cernes assez foncées et en général les anti-cernes hydratants, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à bout de mes cernes, qui arrivent vraiment à me camoufler les cernes. Et celui-ci, en termes de texture et de couvrance, il est génial. Sauf que sur moi, il bouge vraiment beaucoup trop. Que je le poudre ou que je ne le poudre pas, il va migrer et il va commencer à me marquer absolument toutes les petites ridules là. Vous voyez les petites ridules au niveau du contour de l'œil que vous ne voyez pas jusqu'au moment où vous appliquez ce genre d'anti-cerne qui vient marquer absolument tout parce que ça vient rentrer dedans, ça vient filer et ça vous donne un effet contour de l'œil 20 ans de plus. C'est exactement ce que j'ai eu avec cet anti-cerne-ci, c'est tellement dommage. Dites-moi dans les commentaires si sur vous ça fonctionne ou pas, mais en tout cas sur moi, malheureusement, c'est un flop. Je suis tellement déçue, mais c'est un flop. Ensuite, un bronzer que je regrette d'avoir acheté cette année. Comme je vous disais dans cette vidéo, il n'y a pas que des flops, il y a aussi des produits que je regrette tout simplement. C'est le bronzer de chez Tarte, c'est le Breezy Cream Bronzer. C'est un bronzer du coup en format crème. C'est un très beau bronzer. Alors déjà, je trouve qu'il a un packaging vraiment magnifique. Ensuite, sa teinte, c'est une teinte qui est juste parfaite pour vous donner un côté bronzé allé sans en faire trop, qui s'applique très facilement. Vous galérez pas à l'appliquer, il vous fait pas des patchs bizarres. Mais
Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à tester des produits crème pour le teint. C'est peut-être parce que cette année, c'était vraiment l'année des produits crème ou des produits liquides pour le teint en termes de bronzer, de blush, de highlighter, etc. On en a bouffé vraiment cette année. Et je ne suis absolument pas dans cette team-là. Non, franchement, tous les produits teint crème, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Il n'y a que quelques rares formulations qui ont grâce à mes yeux. Et celle-ci, ben, je pense qu'en fait, ce qui me dérange un peu avec, enfin, c'est pas ce qui me dérange, c'est que c'est ce genre de fini crème qui, une fois sur la peau, ne sèche pas. Les produits crème que j'ai tendance à préférer, c'est ceux qui, une fois posés sur la peau, vont sécher et avoir ce bel effet poudré. Parce qu'en général, ça veut dire qu'il tiendra vraiment très bien. Ça, il n'a pas un effet poudré en séchant, il sèche vraiment comme un produit crème pourrait le faire. Et du coup, c'est ce genre de produit qui ne fonctionne pas avec ma peau mixte à grasse. En fait, c'est pas vraiment que ça fonctionne pas, mais c'est que c'est pas ce genre de produits vers lesquels j'aurais tendance à avoir confiance pour me retourner sur eux quand j'ai besoin de faire une longue journée, d'avoir un make-up qui va tenir du matin jusqu'au soir. Ces produits-là, ces produits crème-là qui ne sèchent pas en fini poudré, je ne leur fais pas confiance pour ça. Et c'est le genre de produit, j'ai beau les poudrer, quand vous avez la peau mixte à gras, je pense que vous le savez, ça suffit pas pour faire vraiment tenir toute une journée ce genre de produit-là, donc voilà, c'est un regret. Même si c'est une très belle formulation, il faut juste que j'arrête de tenter de me convaincre qu'un jour j'arriverai à aimer les produits crème comme ceux-ci qui n'ont pas de fini poudré. Je sais pas pourquoi je m'obstine à y croire. J'essaye, hein. Vous voyez, je tente. Mais non, j'y arrive pas. Mais je le répète, ça n'enlève en rien la qualité de ce produit-ci. C'est juste que c'est un produit qui ne correspond pas à mon usage, à mes préférences et à mes besoins. Voilà, j'ai arrêté de m'éterniser sur la question parce qu'on dirait que je culpabilise. Ensuite, un blush qui celui-ci par contre c'est un flop pour moi. Alors, petite précision, donc c'est un blush de chez Rare Beauty, je pense que vous l'avez remarqué direct, je précise que moi j'en ai un avec un fini qui est censé sécher mat sur la peau. Je précise bien que c'est ce fini là et seulement ce fini là que je mets dans cette catégorie regret et flop. La version qui a un fini lumineux sur la peau est vraiment bien meilleure et vraiment bien plus facile à estomper. Le problème que j'ai avec celui-ci, et apparemment c'est la même chose avec tous ceux qui ont ce fini mat, c'est qu'il sèche tellement vite que vous n'avez pas le temps de le travailler en fait. Dès que vous commencez à l'appliquer, que ce soit au pinceau, que ce soit au doigt, vous en appliquez un tout petit peu et dès que vous essayez de le travailler un petit peu pour bien le diffuser, ça sèche, donc du coup vous avez tendance à vouloir insister un petit peu avec votre pinceau et du coup ça fait bouger tout ce que vous avez en dessous et ça devient une catastrophe. Honnêtement, à chaque fois que j'ai tenté de l'utiliser, et croyez-moi, j'ai essayé de plusieurs façons différentes, j'ai essayé au doigt, au pinceau, à l'éponge, en prenant sur la main, en appliquant directement, ensuite en estompant, ou bien en prenant sur mon pinceau, sur mon éponge, en estompant un petit peu sur la main, ensuite en appliquant, enfin bref, j'ai à peu près tout tenté. J'ai jamais réussi à avoir un résultat qui me plaisait, genre à chaque fois que je l'utilisais, j'avais limite envie de me démaquiller tout de suite après, vous voyez. C'était ce genre de jour où j'avais direct une mauvaise journée make-up quand je l'utilisais. Donc pour moi, non, c'est pas possible. De toute façon, même s'il y a une façon de l'appliquer qui pourrait le faire marcher, c'est pas possible. On n'a pas besoin de produits où genre il faut avoir fait un bac plus 12 pour réussir à les faire fonctionner. Donc non, je suis désolée, mais non, la version mat. Par contre, je reprécise encore une fois que la version avec un fini lumineux, il y en a 4 dans la collection de ces blushs-ci. Tout le monde est unanime pour dire qu'ils sont géniaux. Donc je reprécise bien que c'est juste les fini mat. Ensuite, on continue et toujours dans les produits teints, un regret de cette année. Pour moi, c'est l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. L'highlighter Iced Out qui était sorti en début d'année. Est-ce que vous vous en rappelez de ce petit highlighter-ci? Cet highlighter-ci, sur moi, ça ne fonctionne toujours pas. Toujours pas. Il a ce reflet à l'intérieur jaune, à la limite du vert. Je sais jamais vraiment trop comment l'expliquer. Vous voyez les pièces de monnaie, quand vous avez des pièces de monnaie qui vieillissent et qui commencent à avoir un petit reflet vert dessus. C'est ce genre de jaune en fait qui a des reflets à la limite du vert, comme dans la Gold Paille de Natasha Denona. Vous voyez ces fards gold qui ont ce léger reflet vert à l'intérieur. Sur moi, sur ma carnation, sur ma peau, il y a ce reflet qui apparaît et c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Enfin, pour des make-up artistiques, pourquoi pas, mais pour tous les jours, non, c'est pas possible. Et puis, c'est un doré froid, un doré jaune, donc vraiment, c'est un highlighter qui est quand même assez coloré, qui est pas forcément le plus naturel sur une carnation comme la mienne, parce que c'est vrai que j'ai des sous-tons dorés, mais mine de rien, c'est déjà trop doré pour moi. Ça passait pas sur moi et c'est vraiment dommage parce que je trouve que la formulation était vraiment hyper sympa, hyper fin, mais voilà, ce reflet c'est juste pas possible, j'arrive pas, je peux pas. Ensuite, encore un autre regret dans la catégorie teint, j'ai l'impression qu'il y en a 1 milliard dans cette catégorie. Est-ce que vous vous rappelez la palette qui est sortie chez Hourglass pour les fêtes de fin d'année pour le teint? La palette Unlocked ou je sais pas quoi, il y en avait 2.
Une pour les teints de light jusqu'à light medium, une pour les light medium jusqu'à dark. Les palettes étaient très belles, les teintes à l'intérieur étaient magnifiques, le concept était vraiment génial, mais, je sais pas si vous avez vu ma vidéo revue sur cette palette-ci, mais il y a des micro-paillettes dans absolument toutes les poudres dans cette palette-ci. Dans toutes les poudres, que ce soit les blushs, le bronzer, le highlighter, la poudre de finition, il y avait des micro-paillettes de partout. J'ai trouvé qu'il y en avait trop. En tout cas, si vous commenciez à accumuler le bronzer, le blush, le highlighter, la poudre de finition de la même palette, vu qu'il y a des micro-paillettes de partout, il y a toutes les micro-paillettes qui commencent à s'additionner sur votre visage, ça s'accumule. Pour moi, c'était trop, c'était vraiment des micro-paillettes que je pouvais voir en lumière naturelle et que j'avais l'impression d'en avoir de partout sur le visage. Et je pense que si vous êtes là depuis un petit moment sur ma chaîne, vous le savez que je suis une chasseuse de micro-paillettes dans les produits teints, que pour moi c'est rédhibitoire. Enfin, c'est pas forcément rédhibitoire. Dans certains produits teints, je les tolère quand il y en a peu et quand c'est extrêmement fin. Mais là, c'était juste pas possible dans cette palette. Et c'est tellement dommage parce que les poudres sont tellement d'excellente qualité. Les poudres de chez Hourglass pour le teint sont juste géniales. Ça vous fait un effet de teint complètement... je saurais pas comment l'expliquer. Les poudres à Hourglass, c'est assez indescriptible. Vous avez ce teint radieux, genre complètement perfectionné, complètement lissé, c'est vraiment magnifique, genre un effet de peau flawless avec cette luminosité naturelle mais en même temps à la limite du surnaturel tellement c'est beau et tellement c'est indescriptible. Mais ces micro-paillettes. Et là vous êtes en train de vous dire mais Océane tu nous en parles depuis 10 ans, pourquoi tu nous la montres pas? Parce que j'ai réussi. J'ai réussi à la repasser à quelqu'un, j'ai retrouvé preneur de cette palette-ci. Vu le prix de cette palette, dès que j'ai pu trouver repreneur, je l'ai passée sans aucun regret. Donc, vous l'avez bien compris, c'était un regret cette palette-ci, c'était un énorme regret. C'est très très rare que je me sépare de mes produits make-up, mais cette palette-ci, ça avait beau avoir un effet vraiment magnifique de loin, mais de près, j'arrivais pas à gérer. Et un dernier produit pour le teint dans la catégorie teint, je pense qu'après ça on en aura fini avec les produits pour le teint. Enfin, ah non. Non. On s'arrête jamais avec cette catégorie-là. C'est un spray fixateur, je vais retrouver mes mots, c'est le spray qui a sorti Benefit en début d'année, c'est le Professional Super Setter. C'était un spray qui était censé vous flouter le grain de peau. C'était dans la gamme The Professional qui est censé vous flouter les pores, le grain de peau. Comment dire que sur moi, ce spray-ci, à chaque fois que je m'en vaporise, ça me laissait un fini presque brillant en fait sur la peau. Et comment vous dire, je pense que quand on a les pores dilatés, la chose qui vient vraiment mettre en valeur vos pores dilatés, c'est les produits qui ont un effet brillant sur la peau. C'est pas du lumineux, c'est pas du radieux, c'est vraiment un effet brillant. C'est comme si vous aviez une petite couche d'huile de... Vous voyez quand votre peau elle commence à briller un tout petit peu naturellement, que vous avez cette couche d'huile sur la peau, c'est ce que ça me donnait en fait dès que j'avais fini mon make-up avec ce spray-ci. Donc vous imaginez avec au fur et à mesure que la journée commence à passer, avec une peau mixte à grasse, comment ça peut évoluer au cours de la journée. Non, et l'effet floutant, je ne l'ai absolument pas vu. Au contraire, pour moi, ça avait justement limite tendance à accentuer l'effet pores dilatés, vu que, comme je disais, le lumineux, ça met en valeur les pores. Je sais pas si vraiment le met en valeur, c'est le meilleur terme pour décrire ça, mais bon, je pense que vous m'avez compris là. Il est tard ce soir. Je commence à galérer un petit peu avec mes descriptions, mais vous avez l'habitude de toute façon sur cette chaîne. Hein? Et quand je vous disais qu'on n'en avait pas fini avec la catégorie des produits pour le teint, je mets dans mes regrets de cette année la palette de chez Fenty Beauty qui est sortie pour les fêtes de fin d'année. C'est la Diamond Bomb Triple Deep. En fait, cette palette-ci, c'est tout simplement une palette d'highlighter avec 3 teintes différentes à l'intérieur qui sont censées avoir la même formulation que l'highlighter Diamond Bomb original dans le format, vous voyez le format hexagonal là. Et pour moi, c'est pas la même chose. Ce n'est absolument pas... C'est pas la même chose. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est presque de la mousse. Je saurais pas comment le décrire. C'est une formulation qui s'enfonce un petit peu. En fait, c'est à la limite du crémeux, alors que l'highlighter original dans la formulation Diamond Bomb, quand vous le touchez, vous sentez... C'est presque comme s'il était gélifié, mais vous sentez qu'il est quand même un petit peu... qu'il est solide, en fait, sous votre doigt. Vous sentez que c'est une poudre gélifiée. Je saurais pas comment le dire, alors que là, je pense que vous le voyez dans le pan, ça s'enfonce. Si j'adore l'highlighter Diamond Bomb, alors que tout à l'heure, j'ai passé une demi-heure à vous dire que je n'aime pas les micro-paillettes dans mes produits pour le teint, alors que à la base... L'highlighter Diamond Bomb, c'est des micro-paillettes.
c'est que dans cet highlighter-ci, les paillettes sont tellement fines, c'est tellement raffiné, c'est tellement délicat, c'est tellement fin qu'on n'a pas l'impression que c'est des micro-paillettes que vous avez sur votre peau. On a juste un effet un petit peu miroir. Ça scintille, oui, mais ça scintille pas genre je vois des grosses micro-paillettes sur ta pommette. Ça scintille, c'est assez indescriptible. Le highlighter Diamond Bomb, si vous avez un Sephora à proximité et que vous l'avez jamais testé, je vous conseille d'aller le swatcher juste pour voir cet effet parce que c'est tellement fin, c'est d'une finesse, vous avez l'impression d'avoir... je sais pas, je saurais pas le décrire, c'est tellement indescriptible comme je vous disais. Mais... c'est pas ce qu'on a dans cette palette-là. Dans cette palette-là, l'effet micro-paillettes est beaucoup plus visible. Pour moi, c'est un highlighter avec des micro-paillettes à l'intérieur. Les micro-paillettes restent quand même assez fines, c'est pas grossier, mais c'est pas aussi fin et aussi raffiné, aussi délicat que pouvait être la formulation originale. Donc pour moi, c'est un flop. Alors, pour un petit peu détourner l'utilisation de cette palette et pour ne pas qu'elle reste complètement inutilisée dans un de mes tiroirs, je m'en sers en fait sur les paupières. C'est très beau sur la paupière, mais pas sur le teint. Et cette palette-ci, à la base, je la voulais quand même pour le teint. Je voulais la même formulation que les Diamond Bomb originaux sur le teint avec ces teintes-ci. Donc pour moi, c'est un regret. C'est un regret. Ensuite, on passe enfin à une autre catégorie, dans la catégorie des produits pour les lèvres, et je n'ai qu'un seul produit à vous montrer, et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est les rouges à lèvres liquides qu'avait sorti NYX en début d'année, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, les Shine Loud, que j'ai dans la teinte Ambition Statement. Alors ce truc-ci, c'est un rouge à lèvres avec deux côtés. Vous avez un embout en fait avec un rouge à lèvres liquide mat qui va sécher avec un fini du coup liquide mat sur votre bouche. Et de l'autre côté, vous avez un côté glossy que vous pouvez appliquer pour apporter de la brillance et du confort à votre rouge à lèvres. Sur le papier, ça a tout bon. En plus, en termes de tenue, c'est vraiment génial parce que le truc ne bouge absolument pas. Le seul problème que j'ai avec ce produit-ci, c'est que je trouve qu'il a tendance à faire un effet un petit peu... presque un petit peu chewing-gum sur les lèvres. Je ne saurais pas comment le décrire. Mais c'est comme si au bout d'un moment, vous commenciez à avoir un effet de matière. C'est comme si vraiment vous voyez une couche en fait sur vos lèvres quand vous regardez et effet chewing-gum sur les lèvres. Je suis désolée de le décrire comme ça, mais il n'y a aucune autre description qui me vient mieux en tête. Peut-être que si vous l'avez testé, vous comprendrez parce que je sais que plusieurs d'entre vous m'ont dit avoir eu la même mésaventure avec ce produit-ci, mais du coup je peux pas le recommander. Il y a d'autres produits exactement dans ce style-là que moi personnellement je préfère. Vous en avez chez Kiko qui sont hyper beaux, qui tiennent vraiment très bien et qu'une fois posés sur les lèvres, c'est beau. C'est vraiment beau en fait une fois que vous l'avez sur les lèvres, alors que ceci, pour moi, c'est pas très joli une fois porté sur les lèvres. Mais en même temps, ils ont eu énormément de succès, donc peut-être qu'il y a beaucoup de monde aussi qui l'ont apprécié et qui n'ont pas eu ce désagrément avec ce produit-ci. Donc dans les commentaires, si vous surkiffez ce produit-là, ce Shine Loud de chez NYX, manifestez-vous, dites-moi. J'ai envie de savoir. On va passer à la catégorie des produits pour les yeux. On va commencer par un eyeliner, c'est le eyeliner de chez Huda Beauty, le Lifeliner Quick and Easy. Ce produit-ci, ça fonctionne pas pour moi. Alors déjà, je vous avais expliqué qu'avec mon exemplaire, j'ai des problèmes pour faire sortir la matière. C'est vraiment le truc, c'est quand il veut. J'ai beau le stocker tête en bas, j'ai beau le secouer avant de l'utiliser. Des fois il veut, des fois il veut pas. Quand il veut, ça se passe bien, mais quand il veut pas, c'est une galère parce que vous commencez à le secouer et d'un coup il va y avoir trop de matière qui va sortir sur le pinceau. Il est un petit peu capricieux, il est un petit peu beaucoup capricieux. C'est peut-être que le mien, j'ai peut-être eu un exemplaire défectueux, je ne sais pas. Mais au-delà de ça, il y a la mine aussi qui ne me convient pas trop parce que moi quand j'utilise des liners comme ça, c'est que j'ai envie de me faire une wing et en fait cette mine, je la trouve un petit peu trop courte et un petit peu trop souple pour mes préférences. Après ça c'est tout à fait personnel parce que chacun aura tendance à préférer un style, un format particulier pour appliquer son trait de liner et pour faire sa wing. Mais c'est vrai que pour moi c'est trop court et trop souple, du coup je galère à chaque fois à faire ma wing, je suis quasiment sûre de la rater quand j'utilise cet eyeliner-ci. Et le truc ne bouge plus une fois que vous l'avez sur vos paupières. Il a une puissance de waterproofisation assez élevée. Donc ouais, dommage, mais non, pas pour moi. Un autre produit qui n'était pas pour moi, et pourtant ce produit-ci, il y a eu un tapage dessus. Beaucoup de monde a apprécié ce mascara-ci, mais sur moi malheureusement, il ne marche absolument pas. Je trouve déjà que la brosse, quand vous la sortez, elle a tendance à prélever, à faire sortir trop de matière. Donc c'est obligé de l'essuyer
sur un mouchoir ou quoi avant de commencer à l'appliquer, parce que sinon elle a tendance à coller tous les cils entre eux, à faire un effet patte de mouche là. Et même en l'essuyant, même en raclant en fait, sur le petit capuchon, il y a quand même trop de matière, il y a toujours ce risque en fait de coller les cils entre eux, vraiment c'est beaucoup trop de matière qui sort en fait. Et après sur moi la formulation elle ne fait rien. Après bon les mascaras c'est encore une fois hyper personnel, il y a des mascaras que moi je vais surkiffer, que vous allez me dire non mais tu rigoles ou quoi, ces mascaras-ci ne font absolument rien. Il y a d'autres mascaras qui sur vous donneront un effet yeux de biche de l'extrême qui sur moi ne donne absolument rien, c'est le cas de celui-ci. Sur moi, il ne me donne ni longueur, ni volume, ni courbe, ni rien du tout. Dommage. Une base à paupières que je regrette cette année, c'est la base de chez KVD, c'est la Shake Primer. C'est une base, comme vous pouvez le constater, qui est en format biphasé, qui a aussi énormément fait le buzz en début d'année, il me semble. Alors c'est une base qui est censée amplifier en fait la couleur de vos fards, et qui est censée aussi faire tenir vos fards dans la durée. Alors je suis d'accord sur le fait qu'elle fait vraiment popper les fards, surtout les fards mat. J'ai remarqué ça, que quand vous appliquez vos fards mat par-dessus cette base-ci, tout de suite vous avez de l'intensité, alors qu'avec d'autres bases, il faudra peut-être un petit peu plus venir construire pour avoir la même intensité. Des fois vous n'arrivez même pas à la même intensité que vous auriez pu avoir avec cette base-ci. Mais la contrepartie, c'est que à mon avis, si elle est aussi, si elle accroche autant, c'est parce qu'elle a ce fini presque huileux sur la paupière. Alors c'est pas vraiment huileux, parce qu'il faut vraiment mettre peu. Si vous en mettez peu, c'est pas huileux, mais vous sentez que c'est quand même très légèrement huilé. Vous voyez, comme quand vous appliquez un démaquillant déphasé, j'allais dire. Un démaquillant déphasé, un démaquillant biphasé, et que vous avez ce fini presque un tout petit peu gras. C'est presque ce que vous pourriez avoir avec cette base-ci. Du coup, excellent pour accrocher les fards, pour donner de l'impact, mais quand vous avez les paupières grasses, quand vous avez les paupières plissées et tombantes comme les miennes, on ne peut pas faire confiance à ce genre de base-ci sur la durée. C'est une base certains jours qui va fonctionner, qui va faire tenir mes fards plus ou moins longtemps. D'autres jours, ça va commencer à faire cuisser mes fards hyper rapidement. C'est une base en laquelle je ne peux pas avoir confiance. Et quand vous avez le même genre de paupières que moi, le combo grasse, paupières tombantes et plissées, vous savez qu'on a besoin de bases qui soient totalement infaillibles, que peu importe la situation, on sait qu'on pourra compter dessus, c'est pas le cas de celle-ci. Donc pour moi, c'est un regret. Ouais. Ensuite, à quoi on va passer à votre avis ? Vous savez qu'il reste une catégorie et qu'il reste les palettes de fard à paupières. Ouais, on va parler de palettes de fard à paupières. Vous savez que c'est très rare que je regrette des palettes de fard à paupières. Vous me connaissez, vous savez que c'est mon péché mignon, que je me referai jamais sur les palettes de fard à paupières. Je les veux toutes, je les collecte telles des Pokémon et c'est très rare que je les regrette. Mais celle-ci, celle de ma sélection, je les regrette. Celle-ci, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je pense que j'en ai parlé 1 milliard de fois cette année pour exprimer mon désarroi face à cette palette. C'est une palette de chez Viseart, c'est la... comment elle s'appelle ? C'est la Paris Love Letter. Cette palette-ci, pour moi, elle ne représente absolument pas la qualité habituelle des fards de chez Viseart. Il y avait de gros problèmes de formulation dans cette palette-ci, dans les fards lumineux. Certains qui étaient extrêmement chuteux, extrêmement poudreux, d'autres qui n'accrochent pas à votre paupière. En fait, vous l'appliquez, le fard c'est comme s'il tombait malgré une base à paupières, n'importe laquelle des bases à paupières que vous pouviez mettre. Bref, gros problème de formulation. La Color Story est jolie, mais elle manque quand même d'intensité. Dans les photos de promo, on avait l'impression qu'elle couvrait un petit peu plus de gamme d'intensité, alors que là, on va vraiment du clair jusqu'au médium, même presque light medium si on enlève ce farci. Donc vraiment un gros manque de versatilité dans la palette et les formulations quoi. Formulation, il y a trop peu de fards en fait qui fonctionnent sur moi, il y avait que celui-ci et celui-là. Et c'était hyper bizarre parce que j'ai regardé pas mal de revues d'américaines notamment. Et le problème de fard poudreux que moi il me semble j'avais rencontré avec ce farci, d'autres l'avaient rencontré avec ce fard-là. Il me semble que j'ai aussi eu ce problème avec ce farci. Enfin bref, j'ai l'impression que personne n'avait des problèmes avec les mêmes fards, enfin avec les mêmes teintes, mais avait le même problème au final, vous voyez. Donc c'est hyper bizarre. Je sais pas s'il y a eu des problèmes de production, s'il y a eu des problèmes de batch, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour moi, ce n'est absolument pas la qualité habituelle de chez Viseart et c'est dommage parce que ça m'a traumatisée de la marque Viseart. Vous l'avez constaté sur ma chaîne, je n'ai plus jamais craqué sur une autre palette Viseart depuis celle-là. C'est pour vous dire à quel point le trauma était grand. Donc voilà, pour moi, vous le savez, c'est un regret. C'est non seulement un regret, mais un flop total. Une autre palette que je mets cette fois-ci, par contre, dans la catégorie regret. C'est pas un flop, c'est une bonne palette. Mais je la mets dans les regrets. Si je ne l'avais pas achetée cette année, je me serais
pas porté plus mal. C'est une palette de chez Maybelline, c'est la Nudes of New York. Alors cette palette-ci, je l'avais testée en tout début d'année et je l'avais vraiment beaucoup aimée. C'est une palette très qualitative pour son prix. C'est une palette que vous retrouvez aux alentours des 15-20 € il me semble. Vous voyez, ça va pas contenir de micro-palettes, c'est pas les fards qui ont le plus d'impact sur la paupière, mais ça fait quand même pas mal le job. Pour ce prix-là, vous avez des beaux fards mat, vous avez une belle palette basique pour tous les jours avec les fards mat dont vous pouvez avoir besoin pour vous construire la base de n'importe quel look. Des fards neutres classiques mais qui ont quand même leur effet sur la paupière. Une belle palette avec de belles formulations. C'est juste que entre temps j'ai découvert d'autres marques qui me proposent des palettes à petit prix et qui ont ce facteur wow en plus que cette palette n'a pas. Je pense que celles qui sont là depuis un certain temps, vous n'avez même pas besoin que je cite cette marque, vous le savez déjà. Auden's Eye, qui nous propose des palettes à tout petit prix dans cette gamme de prix-ci avec un impact de ouf. Puis les fards de Beauty Bay aussi que je commence à tester. Là je suis en train de porter un make-up avec une palette de Beauty Bay et c'est vrai que les fards lumineux aussi c'est pareil, ils ont un impact, ils sont beaux, ils scintillent, ils sont lumineux. Et voilà, c'est juste pour ça en fait. C'est une belle palette de tout petit prix. Si jamais vous cherchez des teintes neutres qui soient passe-partout, qui ne soient pas trop intenses pour tous les jours et qui soient vraiment passe-partout, je crois que je l'ai déjà dit. Bref, cette vidéo commence à être redondante de ouf. On va passer outre. Elle sera bien. Mais si vous cherchez des fards avec un petit truc en plus, peut-être qu'en 2021, on est un petit peu plus à la recherche de ce facteur wow. Il y a d'autres marques qui nous proposent ça dans cette gamme de prix. Donc, pour moi, c'est un regret. Et ensuite, d'autres palettes. Alors celles-ci, je les ai groupées. J'ai fait un petit lot des quads de chez Pat McGrath. Et quand je vous les montre, j'ai envie de pleurer quand on sait les prix que coûtent ces quads-ci. Ouais, j'ai envie de pleurer. J'en ai mis 3, mais concrètement, je pense que j'aurais limite tendance à dire que tous les quads de Pat McGrath, je la mettrais dans la catégorie des regrets quand j'y pense a posteriori, sauf un ou deux. Sauf un ou deux que j'ai vraiment surkiffé. Il y a le voyeuristique Vixen, il y a le risqué rose avec cette teinte vraiment fantastique. Mais sinon, à part ces deux-ci, je pense que tous les autres, je les regrette, et notamment ceux de cette année. Dans ceux de cette année, alors vous avez le Eternal Eden, celui-ci je vous l'ai déjà dit, pour moi, il n'y a qu'une seule teinte vraiment qui mérite le détour, c'est celle-ci. Ça manque d'intensité. En fait, quand vous faites un look avec cette palette-ci, vous avez l'impression d'avoir une seule couleur. Genre si vous utilisez ces deux teintes-là, qui sont pour moi les deux qui restent le plus utilisables pour moi dans cette palette, j'ai l'impression d'avoir un look monophare. Et pour une palette à ce prix-là, pour moi, c'est pas possible. Ensuite, il y a le quad qui est sorti dans la collection pour les fêtes de fin d'année, c'est le Deep Space Divinity. Et il y a le deuxième aussi qui était sorti dans cette collection. Déjà le fait que la quantité de fard ait quasiment été réduite de moitié alors que les prix sont quasiment identiques. Ensuite, le fait que ces palettes aient été faites aux États-Unis alors que les autres palettes qu'on adore, les autres fards qu'on adore chez Pat McGrath en général sont faits en Italie. C'est pas forcément des mauvaises palettes, alors les formulations sont peut-être pas aussi exceptionnelles que par exemple dans les Celestial ou que dans les grandes Mothership que j'ai pu tester, mais notamment dans ce quad-ci, vous avez quand même des belles formulations. Ici aussi, on s'en sort. C'est peut-être un petit peu plus poudreux que les formulations classiques, mais on s'en sort. On a des beaux looks. Mais pour moi, ça vaut pas le prix, ça justifie pas le prix. Les Color Story ne justifient pas le prix. On n'a pas de teinte vraiment waouh dans ces deux quad-ci qui sont sortis exactement dans la même collection. Si on enlève ce fard-ci de ce côté-là et ce fard-ci dans cette palette-ci, j'ai l'impression d'avoir exactement 2 fois le même quad. Si j'avais payé ces palettes-ci 30 €, j'aurais été tout à fait ok avec, mais le fait que ces palettes-ci coûtent quasiment 60 balles pour ça, non, j'y arrive pas, et j'aurais tendance à faire la même remarque sur tous les quads de chez Pat McGrath, la plupart de ceux que j'ai pu tester, à part les deux que je vous ai cités juste avant qui pour moi méritent vraiment le détour, ont un truc en plus. Ceci pour moi c'est vraiment des regrets, c'est pas des mauvaises palettes, c'est absolument pas des mauvais fards, c'est juste que pour le prix et que pour le niveau d'attente qu'on peut avoir quand on parle Pat McGrath, pour moi c'est pas à la hauteur, c'est pas à la hauteur. Je pense que l'année prochaine je vais sérieusement ralentir sur Pat McGrath et sur ces quads-ci. Bon voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour de ce make-up que je regrette de l'année 2021. J'ai envie de savoir, est-ce que vous, il y a des produits que vous vous êtes procurés et que vous regrettez dans votre collection? Vous voyez là, typiquement, ça serait des produits que si je m'en séparais tout de suite, ça serait des produits que je mettrais dans une catégorie de déclutter en fait.
Mais dites-moi si vous aussi vous avez des produits qui rejoindraient cette catégorie declutter d'office qui sont sortis cette année, ou si vous êtes satisfaite d'à peu près tout ce que vous avez acheté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!